J'ai le plaisir de vous présenter Aurore Stéphan, ingénieure géologue minier. Elle a choisi de se spécialiser dans l'évaluation des risques et des enjeux environnementaux et sanitaires associés à son secteur d'activité. De 2010 à 2018, elle a été experte après-mine de l'État français. Elle a aussi travaillé en Suisse dans l'évaluation de critères ESG des plus grandes compagnies minières mondiales. En septembre 2019, Aurore est devenue ingénieure de recherche sur les filières minérales pour le compte de l'association SIST-EXT qu'elle représente aujourd'hui. Elle y mène notamment des travaux d'expertise et de formation. Je vais terminer en disant que depuis 15 ans, elle consacre également son temps personnel à des travaux de recherche sur les questions minières sur le terrain. Elle s'appuie sur des enquêtes de terrain, lui ayant permis de visiter plus de 200 sites miniers en France et à l'étranger. Et si je me trompe d'ailleurs, vous en revenez encore tout récemment. Et aujourd'hui, votre intervention porte sur la transition numérique avec comme angle d'analyse les promesses de dématérialisation et la matérialité numérique. Aurore, c'est à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette introduction, Olivier, et bonjour à tous. Donc, je vais partager mon écran. Hop. Donc, vous allez me dire si vous voyez tous parfaitement la présentation. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est parfait, merci. Alors, merci beaucoup pour cette introduction. Donc, comme annoncé par Olivier, je vais aujourd'hui m'intéresser effectivement à la question des promesses de dématérialisation et de matérialité minérale. Pour commencer, je vous propose une rapide introduction de l'association Systèmes Extractifs et Environnement, ou SISTEXT, qui est née en 2009, donc initialement au sein d'Ingénieurs sans frontières. Aujourd'hui, on ne fait plus partie de ce réseau pour des raisons, on va dire, logistiques et fonctionnelles. Mais à l'époque, en fait, l'objectif était l'émergence de professionnels critiques vis-à-vis de leur métier et de leurs responsabilités. Et donc, j'ai cofondé l'association il y a 12 ans avec un autre ingénieur géologue minier. Nous étions en fait tous les deux très interpellés et scandalisés par ailleurs par rapport à des pratiques dont nous étions témoins dans le cadre de l'exercice de notre profession. Et nous avons souhaité créer donc une structure citoyenne capable d'interroger les filières minérales et en particulier la partie amont de ces filières minérales, à savoir l'exploitation minière. Donc, la façon dont nous concevons la question minérale au sein de l'association n'est pas isolée de façon technique, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas que l'activité minière, mais on s'intéresse à l'activité minière et ses interactions avec les environnements humains, sociaux, environnementaux et politiques. S'agissant de filières mondialisées et très complexes, elles ont une emprise et une influence dans leurs territoires régionaux, nationaux qui sont importantes. Donc, l'étude de l'objet ne peut se faire de façon isolée. On est obligé de le concevoir de façon pleine et entière par rapport à tous les autres enjeux environnementaux sociaux. Et l'objectif de l'association, c'est de faire émerger dans le débat public la question des filières minérales et en particulier de permettre sa réappropriation par la société civile et le grand public. C'est très important, notamment sur le territoire français où, alors c'était encore plus vrai en 2009, où il y avait très peu de personnes qui travaillaient, qui s'intéressaient à la question des matières premières minérales. Le positionnement de l'association, c'est très important d'insister dessus, il est intermédiaire, en ce sens que l'association n'est pas opposée à l'activité minière, on n'est pas une association, comme on dirait, anti-mine. Par contre, on souhaite dénoncer fermement les pratiques irresponsables de ce secteur dont nous avons été témoins et dont nous sommes malheureusement encore témoins aujourd'hui. La façon dont le travail est conçu au sein de l'association, c'est sous forme, si vous voulez, d'enquêtes et d'études bibliographiques détaillées, c'est-à-dire qu'on va se baser sur un ensemble de données terrain surtout, hein, comme le disait Olivier, on va régulièrement visiter des mines ou rencontrer des populations affectées, des employés, des mineurs, des employeurs, des personnes qui travaillent sur le terrain, éventuellement aussi, pourquoi pas, des élus, des parlementaires, et aussi bien sûr sur des études bibliographiques denses, puisqu'on a besoin aujourd'hui de recueillir le maximum de données au regard du foisonnement, et on en reparlera tout à l'heure, des filières concernées.
Et un point de vigilance, enfin, l'expertise de l'association ne souhaite pas alimenter des débats technicistes. Quand on mène des études, des travaux d'expertise, on n'est pas à chipoter, entre guillemets, sur telle ou telle donnée ou tel ou tel aspect. L'objectif, c'est vraiment de mettre à disposition un savoir commun de façon à ce que tous ensemble, on puisse réfléchir et prendre des décisions concernant la question des matières premières minérales. Donc, rapidement, il y a 4 cœurs d'activité au sein de l'association. Une activité de soutien, notamment aux associations locales, nationales et internationales en lutte qui ont besoin de matériel le plus objectif possible sur la situation. De l'accompagnement de la société civile expertise, qui est vraiment le cœur de notre activité. Alors, schématiquement, c'est à la fois de travailler sur l'explication des techniques minières et des impacts, mais aussi de décrypter les enjeux. On peut conduire des études sanitaires et environnementales, on peut conduire des expertises sur des filières. Également un travail de sensibilisation, parce que la prise de conscience s'accompagne d'une sensibilisation en termes d'usage des matières premières minérales, en termes de réflexion par rapport à notre modèle de développement, et enfin tout un travail de veille citoyenne et de formation via en particulier des interventions en milieu professionnel et en milieu étudiant. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à 4 grands aspects pour travailler sur cette matérialité minérale et en particulier dans le cadre du secteur numérique, à savoir déjà reprendre un petit peu de recul sur le modèle de développement et les matières premières minérales. Ensuite, on va s'intéresser globalement aux réalités des filières minérales et des impacts graves et irréversibles qui sont associés. Et ensuite, à la fin de cette intervention, je dresserai des perspectives pour une transition que je propose comme être plus juste. Le débat sera bien sûr ouvert avec vous. Alors, en introduction, je souhaiterais quand même faire attirer votre attention sur un fait, c'est que là, on va parler, si vous voulez, quand on parle des filières minérales, en fait, on parle de tout un ensemble de secteurs et tout un ensemble de filières. Vous verrez souvent le tableau de Mendeleïev réapparaître dans ma présentation, parce qu'en fait, on ne parle pas que du cuivre et du zinc, on parle du cuivre, du zinc, du molybdène, du gallium, du ruthénium. Donc, c'est un ensemble dense de filières. Donc, bien sûr qu'en 50 minutes, je ne prétends absolument pas à l'exhaustivité, mais le travail que l'on fait à Systex et que je vais ici représenter, c'est aussi de pouvoir vous donner des ordres de grandeur clairs sur ce qui se passe sur la plupart des filières et de façon générale. Donc, on va essayer d'avoir une approche systémique sur les grands enjeux des matières premières minérales et qui, eux, s'appliquent à toutes les filières. Ça, c'est un point important. Alors, tout d'abord, la question du modèle de développement et des matières premières minérales. Alors, les matières premières minérales, et je ne cesse de le répéter, c'est la pierre angulaire de notre modèle de développement, mais aussi, assez paradoxalement, c'est également une face cachée de celui-ci, en ce sens que le modèle de développement, alors après on met les mots qu'on veut derrière, avec toutes les nuances qu'il faut y mettre, le progrès, le développement, peu importe, en fait est complètement basé sur les matières premières minérales et ça ne date pas d'aujourd'hui. Si on regarde le schéma que vous avez ici, chaque en fait révolution industrielle s'est accompagnée d'un essor majeur ou d'innovation majeure dans le secteur des matières premières minérales. La première révolution industrielle est connue pour être la révolution du charbon et de la machine à vapeur. Alors, point intéressant, lors de la première révolution industrielle, la raison pour laquelle on a créé la machine à vapeur, c'était pour le pompage des eaux de mine dans les gisements de charbon dans lesquels on avait atteint des profondeurs telles qu'il nous fallait pomper les eaux. La deuxième révolution industrielle, c'est la révolution souvent qu'on appelle la révolution de l'acier-sidérurgie. Pareil, encore une fois, point intéressant, la première ligne de chemin de fer d'Europe continentale date de 1827 et c'est la ligne Saint-Étienne-Andrézieux qui se limitait uniquement au transport, encore une fois, de charbon. La troisième révolution industrielle souvent est associée à l'émergence de l'informatique et de l'automatisation, avec à ce moment-là l'émergence de ce qu'on appelle les petits métaux polyélectroniques, on reviendra beaucoup dessus, et la question de l'uranium et du nucléaire. Et enfin, on parle aujourd'hui d'une quatrième révolution industrielle avec notamment tout ce qui est numérisation,
dispositifs intelligents, etc. Et là encore, il y a un panel de métaux qui est associé à cette nouvelle révolution. Et ce qu'il faut avoir en tête, et là je reprends les propos de Patrice Christman de 2020, c'est que en fait, il ne faut pas du tout isoler les deux concepts, modèle de développement et matière première minérale. C'est-à-dire que les deux s'auto-alimentent. On a souvent tendance à s'imaginer que en fait, il y a l'industrie tout d'un coup qui a eu un besoin et puis qui a appelé la mine pour pouvoir répondre à ce besoin. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Les deux innovations, enfin, si vous voulez, les deux secteurs ou les deux filières, en fait, grandissent ensemble, l'industrie et la mine, et les deux s'auto-alimentent, la mine par moment ayant identifié des substances qui pouvaient potentiellement être intéressantes, et l'industrie, du coup, a étudié comment, effectivement, valoriser la dite substance. Et ce que l'on constate aujourd'hui, alors aujourd'hui, on va dire depuis à peu près une vingtaine d'années surtout, mais en l'occurrence, ce qu'on constate, c'est une demande croissante en matières premières minérales. Et j'insiste ici dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, on entend parler beaucoup plus de la question des matières premières minérales, mais surtout concernant les dispositifs de transition énergétique et les dispositifs de transition numérique dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Et dans les faits, en fait, la demande, elle porte sur tout. Les secteurs, et notamment des secteurs qui sont très gourmands en matières premières minérales, notamment la construction, le transport, la défense, l'approvisionnement en énergie, l'agriculture, etc. Alors, quand je parle de croissance ou de demande croissance, je pense qu'il faut absolument avoir aussi en tête qu'il y a la question quantitative et la question qualitative. Et aujourd'hui, on va beaucoup parler de la question qualitative, puisque c'est une spécificité du domaine du numérique en général et des technologies de l'information et de la communication. Donc, s'agissant des quantités, de 1980 à 2008, l'UNEP, en fait, expliquait qu'on avait vécu une augmentation quasiment de 1, c'est-à-dire de 87%, donc, vous voyez, sur une période de temps d'à peu près de 30 ans. Et pour vous donner un peu des ordres de grandeur en termes de perspective pour l'avenir, on estime que la quantité annuelle, donc là je me base sur les travaux d'Olivier Vidal de 2020, la quantité annuelle de métaux devant être produits, donc là je parle quantitativement encore une fois, d'ici 2050, ce serait à peu près 3 à 10 fois les niveaux actuels. C'est-à-dire que, dit autrement, et je trouve ça extrêmement surprenant, ou du moins, ça doit nous permettre déjà de prendre conscience de l'importance de cette croissance, la quantité cumulée de métaux à produire au cours des 35 prochaines années, ça correspond à la quantité cumulée produite depuis l'Antiquité. C'est vous dire à quel point cette croissance est importante. Et cette croissance, comme je le disais tout à l'heure, elle est portée par de nombreux secteurs et deux phénomènes majeurs que les économistes en fait identifient, à savoir l'industrialisation et le développement économique des pays émergents en priorité, et aussi l'explosion des technologies numériques et de la transition énergétique. Mais en priorité, c'est bien le premier phénomène. Ensuite, il y a un enjeu de diversification, c'est-à-dire que qualitativement, on fait appel à de plus en plus de matières premières minérales ou de métaux. Donc, vous avez ici à droite donc un diagramme en fait qui représente ce qu'on appelle la sollicitation du tableau de Mendeleïev, c'est-à-dire donc de 1980 à 2010, à savoir le nombre de métaux que l'on utilise. Donc vous voyez, en 1980 on était à 10, en 2010 on était à 60, c'est-à-dire que ça a été quand même multiplié par 6, et l'OPEX en fait explique en 2011 que cette augmentation du nombre de métaux sollicités est principalement imputable à l'industrie des technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, on estime qu'il y a entre 50 et 70 matières premières minérales ou substances minérales dans un téléphone ou dans un véhicule. Alors là, je donne des chiffres, 70, ça représente quoi? Eh bien, regardons par exemple un véhicule. Alors là, je me base sur une étude de 2011 de l'Euke Institute qui a étudié le contenu métallique d'une certaine façon d'un véhicule électrique. Alors quand je dis électrique ici, attention, hein, j'inclus en fait notamment que ce soit l'hybride ou le 100% électrique. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, vous avez quand même là sous les yeux le tableau de Mendeleïev, c'est-à-dire vous avez toutes les substances qui sont connues sur notre planète, et vous remarquerez qu'il y a de la couleur quasiment
partout. Il y a les gaz rares qui ne sont pas là et l'uranium et le thorium ainsi que les actinides en bas. Mais à part ça, effectivement, vous voyez qu'il y a de la couleur partout. Alors, quelques explications. Les substances identifiées comme étant contenues dans les véhicules électriques sont au nombre de 56. C'est celles qui sont en vert foncé. Vous avez ensuite les métaux de base et les substances associées non métalliques, c'est-à-dire les substances qui sont de facto là, mais sur lesquelles l'étude ne s'attarde pas, qui sont encore au nombre de 15. On est déjà à 71. Et vous avez ensuite des métaux qui sont dits toxiques, qui sont supposés non présents, mais qui peuvent quand même l'être en très petite quantité par l'intermédiaire de certains composants, que sont le brome, le cadmium, le mercure et le thallium, qui sont ici en jaune. Donc, ça vous donne une idée de ce qu'on appelle la sollicitation du tableau de Mendeleïev, c'est qu'en gros, on récupère dans un véhicule aujourd'hui à peu près tous les métaux qu'on connaît. Il faut parler comme ça, c'est beaucoup plus simple. Alors, en 2016-2017, Systext, en fait, s'est intéressé à cette question, mais au regard d'un téléphone portable moyen. Aujourd'hui, on voit énormément d'infographies sur les contenus moyens des téléphones. Ce qui intéressait Systext, en fait, c'était de comprendre à quoi servaient les métaux et quelles étaient leurs capacités de substituabilité. Et si vous voulez, souvent dans les infographies générales, dans un but de simplification, on ne va pas rentrer dans ce genre de détails. Donc, vous avez en bas à droite le lien en fait pour accéder à cet outil. C'est un outil interactif, donc vous arrivez sur une page et ensuite vous pouvez cliquer sur les différentes fiches et on vous explique plus particulièrement à quoi servent chacun de ces métaux. Donc, il y a ici 62 étiquettes pour un total de 51 substances. Alors, pourquoi 51 par rapport à 62? Parce qu'il y a des substances qui sont utilisées dans différents composants d'un téléphone. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez déjà l'abondance de matériaux. L'étude a aussi permis de mettre en exergue le fait que on voit si vous voulez, une intensification minérale, c'est-à-dire des alliages de plus en plus complexes en fonction des développements technologiques. Donc, si vous voulez, pour vous donner un ordre de grandeur, il ne suffit pas, en fait, quand on vous dit c'est très bien, on est passé de la 3G à la 4G et puis ça marche encore mieux parce qu'on a des meilleures résolutions et des meilleurs débits. En fait, derrière, pour pouvoir répondre à ça, vous avez une évolution des composants, voire une multiplication des sous-composants qui vont vous permettre d'accéder ou de faire fonctionner cette nouvelle technologie. Et donc, c'est pas si simple, en fait, aujourd'hui, que d'annoncer on passe d'une technologie à une autre ou on augmente la résolution d'une vidéo en pixels par pouce ou je ne sais trop quoi. C'est-à-dire qu'en fait, derrière, il faut toujours être conscient qu'à chaque fois qu'on va faire des développements, on va avoir une nécessité de, par exemple, de plus petits composants, de multiplication de composants ou d'alliages de plus en plus complexes. Par exemple, aujourd'hui, je ne vous donne que cet exemple, mais l'étude en trace bien d'autres. Typiquement, quand vous avez une carte électronique, vous devez en fait faire des connexions entre le circuit imprimé et les composants, et vous allez faire ce qu'on appelle un petit point. Alors souvent, quand on s'en souvient de nos cours de technologie, on faisait des petits points avec de la soudure qu'on appelait, le terme dédié, ce qu'on appelle de la brasure, pour pouvoir relier. La brasure, aujourd'hui, contient 5 à 6 métaux. Avant, elle n'en contenait que 2 à 3. Pourquoi? Parce que les équipements sont devenus tellement petits que du coup, on doit se retrouver avec des brasures, on doit utiliser des brasures qui ont toutes sortes de propriétés qui, du coup, nécessitent d'allier de nombreux métaux. Donc, ça devient de plus en plus complexe. Et ceci se voit sur un appareil téléphonique classique, mais en fait, vous pouvez, si vous voulez, élargir mon propos globalement à tout le secteur de l'électrique et de l'électronique. Je me base ici sur une étude de 2018 de la Commission européenne qui s'intéresse en fait aux métaux critiques, aux matières premières minérales critiques. Et vous avez ici des données de 2017 sur la proportion de métaux critiques. Alors, on reviendra sur la notion de criticité plus tard, parce que là, on parle de métaux critiques selon la définition de la Commission européenne, utilisés dans les secteurs de l'électronique et de l'électrique. Et vous voyez ici
un certain nombre de métaux qui apparaissent, donc notamment certains que vous connaissez peut-être, d'autres peut-être pas, notamment l'antimoine, le beryllium, le gallium. Donc ce sont un certain nombre de tout ce qu'on appelle des petits métaux. Et ce qui est intéressant de constater ici, c'est que vous avez des métaux qui sont exclusivement utilisés pour un usage ou très majoritairement utilisés pour un usage. Donc, par exemple, vous avez ici le gallium qui, à 70%, va être utilisé pour les écrans plats ou pour les LED, enfin pour le lighting, pour les LED, pardon. Vous avez l'indium qui est quasi exclusivement utilisé pour les films ITO, c'est-à-dire, en fait, vous savez, ces films qui vous permettent assez schématiquement comment dirais-je, pour les écrans tactiles d'appuyer et du coup vous avez une réponse électrique derrière. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on a beaucoup de petits métaux qui servent en fait ce secteur de l'électrique et de l'électronique et que vous avez certains métaux qui sont exclusivement dédiés à ces usages. Alors, pour autant, je me base ici sur une étude de 2016 de Bacchus et al. Dans le cadre en fait de travaux qui ont été conduits par le Nordic Council of Ministers, qui s'intéressait justement à des métaux critiques. Alors cette fois-ci, c'est selon la définition de ce conseil, donc c'est pas exactement les mêmes définitions. Et ils ont étudié le contenu métallique du coup de 5 appareils, types d'appareils, les téléphones mobiles, les ordinateurs, les écrans plats, les ordinateurs portables et les tablettes, ainsi que les batteries rechargeables, mais au regard du potentiel de recyclage des déchets générés. Et ils ont identifié, donc selon leurs critères de criticité, 11 métaux, parmi lesquels vous retrouvez donc 3 métaux précieux, l'argent, l'or, le palladium, mais aussi des métaux dont on entend beaucoup moins parler, le beryllium, le cobalt, le gallium, l'indium, le ruthénium, le tantal et le tungstène. C'est quand même un peu plus connu. Pourquoi j'insiste en fait sur ces éléments et je vous assène de différents termes et différents noms de métaux un petit peu obscurs, c'est pour vous montrer que en fait il y a un lien extrêmement fort entre le domaine de l'électronique et un panel de ce qu'on appelle les petits métaux qui, selon moi, est une caractéristique essentielle de ce secteur d'activité. C'est beaucoup moins vrai, par exemple, dans le domaine de l'agriculture ou de la construction ou du transport. Alors, transport moyennant les innovations technologiques qui, justement, permettent à des véhicules ou des trains ou autres de disposer de plus en plus de technologies, notamment électriques ou électroniques. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste sur cette abondance de matières premières minérales et cette diversité ? C'est parce que si, en fait, ces filières-là étaient dénuées d'impact, en l'occurrence, on en parlerait, et je ne vous en parlerai pas, et je n'aurais pas fondé l'association il y a 12 ans maintenant, c'est qu'il faut prendre conscience de ce que j'appelle dans le titre de cette intervention la matérialité et les impacts associés. Et donc déjà, pour comprendre ces impacts, je vous propose déjà de regarder les réalités des filières minérales. Vous allez voir, pour beaucoup, c'est assez surprenant de savoir en fait ce qui se cache derrière ces ruthénium, gallium, cuivre, cobalt ou autres. Alors, déjà, je vous propose qu'on revienne ensemble sur la définition d'un minerai. Un minerai, c'est un ensemble de minéraux, et non pas de métaux, qui contiennent des minéraux qu'on va dire utiles, c'est-à-dire des minéraux dans lesquels il y a des substances qui sont en quantité suffisamment intéressante pour justifier une exploitation minière. Et autre point important de la définition d'un minerai, c'est que ce minerai nécessite, intrinsèquement dans sa définition, une transformation ou un traitement pour être utilisé par l'industrie. Donc, vous avez ici 4 photographies de minerais pour des substances extrêmement répandues, à savoir le cuivre, le fer, l'or et l'aluminium. Et déjà, je vous incite à regarder l'état, on s'entend la forme, l'apparence d'un minerai, c'est pas du tout du métal pur.
Il faut sortir de la mythologie selon laquelle il existerait des gisements où on trouverait des plaquages de métal pur. Alors, c'est pas du tout avec ça que la mine travaille, mais alors pas du tout, et ce depuis très longtemps, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a que certains gisements extrêmement spécifiques où ça et là, on trouve un petit peu de métal pur, mais vraiment, c'est très, très, très minoritaire. Naturellement, le métal va être associé à du soufre, à de l'oxygène, à de la silice pour donner un minéral. Et ensuite, votre minerai, ça va être une association de minéraux. Et donc, vous, c'est ce que vous allez récupérer. Donc, par exemple, ici, vous avez en bas à droite un minerai d'or. Les particules dorées que vous voyez ici ne sont pas de l'or. Ce ne sont pas de l'or. C'est un sulfure de cuivre, donc en l'occurrence une association de cuivre, de fer et de soufre, dans lequel l'or se trouve sous forme atomique. Donc ça, c'est un minerai, c'est-à-dire que même si c'est que sous forme d'atomes ou sous forme de très, très, très petites particules, eh bien, c'est suffisant pour pouvoir justifier une exploitation et donc pour pouvoir parler de minerai. Pareil pour l'aluminium. Alors, l'aluminium n'est pas du tout sous forme métallique, pas du tout, du tout. Lui, il ne veut pas être sous forme métallique. Il n'aime pas du tout naturellement se trouver sous forme d'aluminium pur. Lui, ce qu'il veut naturellement, il va être classiquement sous forme d'alumine, c'est-à-dire de A2O3 en association avec l'oxygène. Donc, en fait, là, vous avez un minerai d'aluminium et la matrice rouille que vous voyez entre les grains, là, les petites boules de silice, qui elles sont non intéressantes, on va dire. C'est ça, en fait, l'alumine. Donc, il va déjà falloir aller chercher cette matrice brune et ensuite, dans un deuxième temps, aller récupérer l'aluminium puisqu'il se trouve, encore une fois, sous forme d'association avec de l'oxygène. Vous commencez à pressentir la difficulté de l'exercice. Exercice d'autant plus difficile que les teneurs sont très loin d'être élevées, c'est-à-dire quand on travaille avec un gisement, on va travailler avec des teneurs très faibles. Alors pour ce qu'on appelle les grands métaux ou les métaux de base comme le fer ou l'aluminium, on va être sur des teneurs qui sont plutôt élevées. On va continuer à parler de la dizaine de pourcents, c'est encore valable pour le charbon aussi. Par contre, dès qu'on commence à parler du nickel, du tungstène, du cuivre, voire de l'uranium, vous voyez que les teneurs sont très très faibles. Donc on s'entend. Quand je dis qu'il y a 0,3% à 2% de cuivre, dans un gisement de cuivre aujourd'hui, ce sont des teneurs moyennes mondiales, ça veut dire qu'à chaque tonne de matériaux minéral travaillés dans une mine, je jette donc 98 à 99,7% de la masse. Et on arrive à des teneurs encore plus faibles, alors qui dépassent presque l'entendement, je dirais, par rapport à nos ordres de grandeur, nous, en tant qu'humains, c'est lorsqu'il s'agit de petits métaux. Hein, sur les petits métaux, on est à quelques grammes par tonne. Quelques grammes par tonne, hein. 1 pour l'or, 3 à 15 en moyenne pour le platine et quelques dizaines à quelques centaines de grammes par tonne pour l'argent. Et cette complexité, cette nature même de minerai fait que vous ne trouverez jamais un métal tout seul. Ça va être, le métal va se trouver à l'intérieur d'un minéral, qui va être lui-même à l'intérieur d'un minerai, qui va être lui-même à l'intérieur d'un massif rocheux. Vous avez ici l'exemple de la mine de Gorno en Italie, qui depuis 2018 en fait fait l'objet de travaux d'exploration dans le cadre d'une réouverture possible. Vous voyez ici que la sphalérite, donc là on parle d'une mine de nickel, principalement zinc, plomb et argent. Vous voyez ici que la sphalérite, donc qui est le minéral qui contient le zinc, et bien en fait c'est sous forme de patch à l'intérieur de la mine, et ça ce sont des très beaux patchs, et que quand on regarde à la loupe, et bien en fait le minéral qui nous intéresse, là, vous voyez, on est à 1/4 de millimètre. Donc, en fait, il va falloir aller récupérer ces petits grains-là qui se trouvent dans une matrice complexe. Et c'est la raison pour laquelle, et là, je vous incite à regarder ce schéma de droite, c'est la raison pour laquelle, quand on parle d'une substance, on ne peut jamais parler d'elle de façon isolée. En fait, une substance, si vous avez une mine de zinc, et bien en fait, vous allez trouver tout un panel de substances métalliques avec. Quand on parle du cuivre, c'est pareil. Et c'est la raison pour laquelle on a essayé de représenter cela sous forme de ce qu'on appelle la metal wheel, c'est-à-dire que vous prenez, par exemple, le cuivre. En bleu, c'est la principale substance exploitée. Elle est souvent associée à l'argent, le plomb, le zinc, l'or et le molybdène. Et il est fréquent que ces dernières substances soient en quantité suffisante dans les gisements pour pouvoir être ce qu'on appelle coproduit, c'est-à-dire produit également. On va produire du cuivre, on va produire de l'argent en même temps.
Et par exemple, quand je suis allée visiter Chuquicamata, donc qui est une des plus grandes mines de cuivre au Chili il y a quelques années, l'exploitant en fait nous expliquait que il valorisait à peu près une trentaine de sous-produits. Donc c'est bien une mine de cuivre, Chuquicamata, mais il y a tout un panel de substances qu'on peut coproduire. Dans la zone blanche de cette roue, vous trouvez de nouvelles substances, donc ici, de façon non exhaustive, le rhodium, le cobalt, l'osmium, le ruthénium, le bismuth. Ces substances-là, en fait, elles sont comme celles qui sont en bleu ciel, pardon, c'est-à-dire que si elles sont en quantité suffisante, on pourra aussi les coproduire. Par contre, elles ont une spécificité par rapport à d'autres, c'est qu'elles n'ont pas souvent leur propre gisement. Par exemple, vous voyez ici le cobalt. Eh bien, en fait, quand on regarde en 2020 les statistiques sur le cobalt, eh bien, il faut savoir en fait qu'il n'existe qu'une seule mine de cobalt au monde, une seule mine de cobalt au monde, c'est Boisère, elle se trouve au Maroc, qui représente un petit peu, à peu près 2% de la production mondiale de cobalt, mais sinon 60% du cobalt mondial c'est un sous-produit des mines de cuivre et 38% est un sous-produit des mines de nickel. Et alors, si on continue le raisonnement toujours dans cette zone blanche, par exemple, il n'existe pas de mine d'indium. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de mine où l'indium est en quantité suffisamment importante pour légitimer sa propre mine. Ou encore, vous n'avez pas, par exemple, de mine de gallium. Donc, je vous ai parlé d'un long et périlleux processus. Eh bien, en fait, si vous voulez, de façon schématique, ce qu'il faut retenir, c'est que, donc, si je prends l'exemple ici d'un minerai de cuivre, donc là, vous retrouvez un sulfure de cuivre, donc 0,4 à 0,3, bon, peu importe, 0,3, maximum 2% en moyenne. Donc, du coup, en fait, la première étape dans le processus de récupération du métal, ça va déjà être de récupérer ce sulfure de cuivre. Donc, il va falloir broyer cette masse, la broyer, pour pouvoir en fait libérer les grains de roche et les grains minéraux. Vous allez donc récupérer à partir d'un certain traitement qui est plus ou moins long déjà et qui requiert plus ou moins de produits chimiques, vous allez récupérer qu'on appelle un concentré, mais un concentré de minéraux. Pour l'instant, il n'est pas question de métal. Et encore une fois, le raisonnement, le schéma que je vous dresse ici est valable pour énormément de substances métalliques, pour ne pas dire tout. Une fois que vous en arrivez là, il va falloir, vous êtes toujours avec un minéral, vous êtes toujours avec un sulfure de cuivre. Donc, il va falloir aller chercher le cuivre qui est à l'intérieur du sulfure de cuivre. C'est ce qu'on appelle l'extraction chimique. Dans le domaine du cuivre, 80% de la production mondiale est basée sur la pyrométallurgie. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire schématiquement? Vous prenez le concentré de sulfure de cuivre et vous le faites brûler. C'est d'une simplicité infantile, vous allez me dire, mais ça marche très bien. Donc, vous allez le faire brûler, ce qui va vous permettre d'obtenir ce qu'on appelle un blister, qui est un cuivre très impur qui contient 98 à 99,5% de cuivre. Point d'attention, ce cuivre ne peut pas être utilisé en l'état. Donc, il va falloir passer à une troisième et dernière étape qu'on appelle le raffinage, qui consiste globalement à enlever les impuretés et à arriver à un cuivre à 99,99%, qu'on appelle une cathode, et c'est à ce moment-là que vous avez en métal utilisable. Je vous fais grâce du nombre d'étapes, du nombre d'acteurs et de sous-traitants qui se trouvent tout au long de la chaîne, du transport, des machines, des usines. Enfin, là, on peut parler d'une usine à gaz, clairement, et quelles que soient les filières. Et donc, pour conclure sur cette deuxième partie, je dirais que du coup, la première idée qu'il faut que vous gardiez en tête à l'issue de cette partie, c'est que on va rechercher des concentrations très faibles, voire insignifiantes, sous terre. Donc, dans un environnement qui est difficile d'accès, dans des masses rocheuses, comme on l'a vu précédemment, qui contiennent de fortes concentrations de coéléments, parfois même des dizaines et des dizaines, et manque de bol, parmi toutes ces substances qui se trouvent qui s'avèrent accompagner, si vous voulez, la matière la plus intéressante ou la matière qui est visée, si vous voulez, par l'exploitation, eh bien, de fait, la majorité se trouve soit toxique pour la santé humaine, soit pour la biodiversité. Donc, on se retrouve avec une libération massive de métaux et de métalloïdes et fort peu d'organismes s'en accommodent sans problème. Et quand je parle de concentration élevée, je parle de concentration très, très, très élevée. Donc, ça veut dire que si vous prenez un peu de recul, une fois que je vous ai dit ça, comment diable voulez-vous que cette activité n'ait pas atteinte à l'environnement? C'est pas possible.
C'est intrinsèque, si vous voulez. Moi, je suis ingénieur minier de métier, je le sais depuis que j'ai commencé ma formation. Vous ne pouvez pas imaginer que le secteur industriel puisse générer des millions de tonnes de déchets contenant des métaux qui, pour la plupart, sont toxiques pour la santé humaine et pour l'environnement, sans cause un souci. C'est pas possible. Vous avez ici une représentation de la mine de Kaloraba en Afrique du Sud. Ici, vous avez l'open pit principal. La mine est aussi exploitée en souterrain, mais on va s'attarder ici sur l'open pit principal, dont la profondeur fait 162 mètres, c'est-à-dire deux tours Eiffel et demi. Donc forcément, à cette échelle, on ne le voit pas sur la photo, mais il y a 762 mètres de profondeur. Et je vous ai retracé ici le dit open pit sur la carte. Je vous incite à regarder l'échelle ici. On est quand même à 4 km. Ce sont des échelles énormes. Et ça, c'est une grosse mine, ce n'est pas une mine gigantesque. Hein. Pourtant, elle est immense, hein, mais c'est pas gigantesque. Et donc, en fait, Dillon Marshall, a représenté la quantité de cuivre métallique qui a effectivement été récupérée jusqu'à 2007 par cette mine. Et vous voyez la boule que ça représente, vous voyez, sous forme de sphère, le volume que ça représente. Et ça, c'est représenté dans cette open pit. Je vous invite à regarder la surface, l'emprise des installations et des déchets miniers associés. Ça représente 25 km². Donc, vous voyez, et ça, en fait, c'est juste inévitable, en fait. On ne peut pas ne pas en arriver là. Et donc, forcément que ça va apporter des atteintes graves à l'environnement. Je ne vais dresser ici que, je dirais, les grandes idées sur ce que sont les impacts environnementaux associés à l'activité minérale. Vous m'entendez toujours bien ? Oui, super. Donc, en l'occurrence, je ne vais encore une fois tracer ici vraiment que les très, très grands enjeux. Oui. Ah, je ne vous entends pas du tout. Oui, c'est moi qui étais en mute. On ne voit plus votre présentation. Eh bien, voilà, je savais bien qu'il y avait un petit souci. Attendez, je vais recommencer. Hop. Voilà, on la voit de nouveau. C'est bon, bah, veuillez m'excuser. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, donc comme je le disais précédemment, je ne vais tracer que les grandes lignes. C'est simplement pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Eh bien, chaque étape que je vous ai présentée précédemment va générer des volumes excessivement importants de déchets. Donc là, je me base sur l'un des experts internationaux des déchets miniers qui s'appelle Lothar Moser, qui a écrit un livre qui s'appelle Mine Waste en 2010. Et il le dit lui-même, en fait, il dit l'activité minière est le secteur industriel qui génère le plus de déchets solides, liquides et gazeux. Et effectivement, tous ces déchets vont accompagner l'ensemble des étapes que je vous ai présentées précédemment. Donc, avec des déchets solides, au moment de l'exploitation, vous avez également des eaux minières, des poussières et des gaz. Si vous voulez, toutes ces eaux, ces effluents, ces déchets miniers, vous allez les retrouver tout au long du processus. Plus le processus va avancer, plus le volume de déchets va diminuer puisqu'on travaille avec un concentré de plus en plus riche dans le métal qui vous intéresse. Donc, plus le processus va avancer et plus la toxicité va augmenter puisque de fait, plus ça va et plus on travaille avec des matières riches en métaux. Donc, globalement, les sources de pollution d'origine minière sont de deux ordres. Donc, dans le domaine solide, au niveau de l'exploitation, c'est la génération de stériles, c'est-à-dire les matériaux qui sont qui sont extraits au moment du creusement pour atteindre le gisement, donc que ce soit en ciel ouvert ou en souterrain. Dans les deux cas, c'est la même chose. Et enfin, ensuite, vous avez les résidus qui se présentent sous forme de boue et qui sont associés aux étapes de concentration et d'extraction dont je vous parlais précédemment et qui sont classiquement stockés dans ce qu'on appelle des parcs à résidus.
Alors, je peux vous donner ici un exemple assez intéressant d'une mine que Sysmex a visitée donc en 2016, qui est la mine de Djéhamana. J'en parle parce que c'est une mine européenne, c'est la plus grande mine de cuivre d'Europe, qui est toujours en activité. Vous avez ici encore l'échelle, 2 km, et vous trouvez ici donc la mine à ciel ouvert, donc la partie où on a l'exploitation en tant que telle, et vous avez ici des vallées qui ont été fermées par des barrages en roche, pas en béton, c'est pas comme des barrages en eau, de façon à stocker les résidus miniers. Donc, vous avez ici deux illustrations. Vous allez me dire pourquoi diable y a-t-il un sommet d'église à cet endroit-là? Eh bien, c'est parce qu'en fait, lorsque l'activité minière a démarré, l'exploitant de l'époque, en fait, a simplement déversé les déchets miniers dans les vallées adjacentes, alors qu'il y avait encore des villages habités. Donc, en fait, on a dit aux gens, vous devriez vous en aller parce que bientôt tout cela sera rempli de boue. Et je ne caricature à peine la situation qui a été vécue par les habitants de Djéhamana. Et donc, en l'occurrence, petit à petit, le niveau est monté. Et là, aujourd'hui, on est sur un bassin qui fait à peu près 130 hectares et plusieurs centaines de mètres de profondeur. Alors, il n'y a pas eu de construction. C'est-à-dire qu'on s'est mis, vous le voyez d'ailleurs très bien sur cette vue satellitaire. En fait, le principe est simple, vous mettez entre deux montagnes, vous bouchez un fond de vallon et vous déposez les résidus derrière. Il n'y a pas eu de mise en sécurité, il n'y a pas eu de drainage des sources ou je ne sais quoi. De toute façon, là, vous mettez tout dans les vallées et vous ne vous posez pas de questions. Et ce volume de résidus qui représente le plus gros volume de déchets et la plus grosse problématique minière, aujourd'hui, d'après les statistiques, enfin, d'après les derniers travaux dont nous disposons, qui ont été faits par le Global Tailings Review, actuellement, ce groupe d'experts estime à 1750 le nombre d'objets de ce type dans le monde. Seulement, pour l'instant, ils pensent que ça représente moins ou autour de 30% de la situation réelle. Donc, on estime à peu près autour de 8500 le nombre de digues ainsi existantes dans le monde. Et donc, ça représenterait un volume de 217 km3. Alors, ne vous inquiétez pas, moi non plus, je n'arrive pas à me figurer ce que représente 217 km3. Mais en gros, c'est un cube de 6 km sur 6 km, 6 km. Et donc, ces déchets, comme je vous disais, cette activité s'accompagne de nombreux déchets et notamment aussi dans le domaine de l'extraction. Je vous ai parlé de pyrométallurgie également. C'est une activité qui est extrêmement génératrice de poussière et de gaz. Encore une fois, la problématique de cette activité, c'est que si dans la poussière, il y avait de la vapeur, ça ne nous poserait absolument aucun problème. Le problème, c'est qu'on fait brûler du minerai qui contient des métaux. Donc, ce sont des très gros générateurs à la fois de métaux comme de l'arsenic, du nickel, du cobalt, y compris du mercure également, puisque le mercure n'est pas que l'adage des mines artisanales d'or. Le mercure accompagne de très nombreux gisements de métaux de base et de gisements d'or, il faut quand même le savoir. Donc voilà, donc il y a aussi une problématique de contamination métallique via cette voie d'activité. Et les impacts, en fait, sont majeurs. Alors, je veux vraiment insister, forcément, les associations qui travaillent dans le domaine des impacts des industries ont toujours tendance à dire « Ah oui, mais c'est moi les pires ». Oui, effectivement. Mais non, mais là, en l'occurrence, je peux vous le dire, c'est pas moi qui le dis, ce sont les experts à l'international, ce sont les statistiques en fait qui sont démontrées et qui sont mises à jour annuellement. Là, clairement, dans le domaine des impacts environnementaux, malheureusement, l'activité minière eh bien, se trouve en pôle position pour les raisons que je vous ai présentées précédemment. Vous avez ici à droite des exemples de contamination d'eau de surface liée à des déversements. Clairement, l'eau est la première victime de l'activité minière et je cite ici James Lyon du Mineral Policy Center à Washington et c'est tout à fait vrai, c'est le premier milieu qui souffre de l'activité minière. On estime aujourd'hui, par exemple, je vous donne ne serait-ce que cet exemple, des chiffres, je pourrais vous en donner tant. Donc, il y a Sumi et Gestring qui, en 2013, ont conduit une étude en Australie sur une quarantaine de mines. L'Australie est un très gros pays minier, il n'y a pas que 40 mines en Australie. Eh bien, ils estimaient que ces 40 mines allaient produire 80 milliards de litres d'eau contaminée tous les ans.
et que cette contamination allait persister pendant des milliers d'années. On estime à des milliers d'années. Donc, c'est pour vous donner des ordres de grandeur de cette situation. Et si ça concerne les eaux souterraines, ça concerne aussi les eaux sous surface, pardon, ça concerne aussi les eaux souterraines. Vous avez ici l'exemple de Johannesburg. Chaque surface que vous voyez ici en jaune ou en orange représente un dépôt de résidus miniers, les fameux tailings, les fameux dépôts que je vous montrais tout à l'heure. Donc ici, on n'a pas de fond de vallon, donc on les fait sous forme de piles. Et là, vous voyez en fait une emprise. Alors, c'est une emprise absolument énorme autour de Johannesburg. On estime qu'il y a à peu près 400 km² qui sont recouverts de ces déchets miniers. Et à force de pluie, de précipitations et d'infiltration, on a contaminé des millions et des millions de litres d'eau. Ce qui fait, on estime, enfin, les scientifiques sud-africains estiment que chaque jour, on contaminerait à peu près 350 millions de litres. C'est vous dire, les ordres de grandeur sont vraiment démentiels. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, Johannesburg doit s'alimenter en eau depuis le Lesotho, donc à peu près 380 km de là. Donc, c'est vous dire un peu les ordres de grandeur. Je vois le timing, du coup, Olivier, donc je finirai, je pense, vers 10, vers 10h10. Et du coup, si vous voulez, cette emprise, ce qui est important, c'est qu'actuellement, on constate une diminution significative des teneurs dans les gisements. C'est vraiment très, très visible. Plus ça va et plus les gisements qui étaient facilement accessibles, plutôt proche de la surface, assez riches, eh bien, sont en constante, diminuent de façon constante. Et donc, on a tendance à augmenter de plus en plus les échelles. Et donc, on a déjà des impacts sur les sols et la biodiversité qui sont gigantesques. Mais alors là, on se retrouve maintenant avec des gisements qui sont colossaux. Enfin, je ne sais même plus quel est l'adjectif qui pourrait convenir pour pouvoir, si vous voulez, quantifier au mieux la taille de ces objets. Vous avez ici un exemple en Allemagne, qui est la mine de charbon de Ambach. Alors, vous voyez juste des toutes petites machines. À cette échelle-là, ça fait petit. Alors, encore une fois, je vous incite à voir la taille du site minier. Là, on est à l'échelle 4 km. Ça, c'est ce qu'on appelle, une excavatrice à godet. C'est la plus grosse machine qui a été créée par l'homme. La hauteur fait 200 mètres de cette machine. Ici, ça paraît petit, mais en fait, c'est très, très grand. Et je continuerai également sur le fait que, en fait, plus on augmente la taille de ces objets, tels que je vous l'ai présenté précédemment, plus on crée des objets qu'on n'est plus en capacité de maîtriser. Et parmi ceux-là, il y a un énorme point noir, et je suis gentille quand je parle de point noir, que sont la stabilité des digues minières. Les digues minières que je vous ai présentées précédemment sont à l'origine de catastrophes, de ruptures. Encore une fois, là, il faudrait quasiment une présentation dédiée à cette problématique. Et en fait, ce que constate l'UNEP suite à une étude conduite à l'international en 2017, c'est que ces ruptures de digues, contrairement à ce que l'on pourrait croire, eh bien, en fait, diminuent certes en nombre, c'est-à-dire que le nombre de ruptures de digues qu'on a tous les ans diminue, mais la gravité augmente. Et si cette gravité augmente, c'est aussi parce qu'on travaille avec des objets qui commencent à être tellement démentiels qu'il est bien normal que l'humain ne soit plus en capacité, si vous voulez, de complètement en maîtriser les effets et les implications. Cela étant dit, voilà, bien sûr, en 50 minutes, il est assez difficile de tout dresser. Je voulais simplement que vous ayez quelques idées phares sur la situation assez compliquée de l'exploitation minière et des filières minérales en général. Et donc, du coup, j'aimerais tracer quand même ici un certain nombre de perspectives, notamment au regard du secteur du numérique. Et en introduction, je commencerai en fait par donner des tendances que l'on constate et qui vont de facto avoir une influence importante sur le secteur du numérique ou de l'électronique et de l'électrique. Et en toute priorité, la notion de la raréfaction. Les métaux ne sont pas une ressource inépuisable. Ce qui est pris et remonté à la surface ne pourra plus être retrouvé. Donc,
Alors, certes, vous pourriez me dire, oui, mais aujourd'hui, les auteurs s'accordent pour dire que c'est pas comme dans le charbon, dans le pétrole, on n'a pas de pic de Uber, c'est en fait, on n'a pas comme un moment où on a épuisé toutes les ressources, etc. Parce que par les développements technologiques, on a réussi à aller chercher des teneurs de plus en plus faibles, et donc c'est pour ça qu'on n'a pas une espèce de point de rupture comme on l'aurait pour le pétrole. Alors, je dirais que oui, je dirais que non. Et je me base encore une fois sur les travaux d'Olivier Vidal de 2020 et qui prend l'exemple du cuivre, qui est un métal qui concerne tellement le domaine du numérique, notamment déjà par les dispositifs qui sont utilisés dans le numérique, mais aussi et surtout par l'électricité. Hein, c'est-à-dire que les dispositifs numériques sont dépendants d'une chose importante, à savoir il faut que tous ces dispositifs soient alimentés régulièrement en électricité et bien le cuivre, eh bien c'est 65% de son usage, c'est l'électricité. Donc, en fait, si vous voulez, on ne va pas voir un pic, mais on va voir comme un pic. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les teneurs dans les substances qui nous intéressent, comme le cuivre, vont être si faibles que, développement technologique ou pas, l'énergie nécessaire pour aller récupérer ces quantités infinitésimales ne sera de toute façon plus disponible. Et donc, le coût énergétique associé à la récupération si vous voulez, de substances, mais encore une fois en quantité infinitésimale, sera telle que soit ça coûtera trop cher, soit on ne pourra plus mener la récupération des substances. Donc, oui, il n'y a pas de pic de Huber, en tous les cas, pas selon la définition que l'on connaît dans le pétrole, mais par contre, oui, il va y avoir un moment où le système va s'arrêter. Et d'après les modélisations qui sont aujourd'hui conduites par Olivier Vidal et consorts et d'autres modélisateurs, hein, notamment je vous encourage à lire les ouvrages de M. Fizen, hein, qui sont absolument excellents dans le domaine, et bien en l'occurrence, à partir de 2050, selon les modèles actuels, à partir de 2050, on va atteindre ce fameux point critique, si on peut l'appeler ainsi, dans le cas du cuivre. Et autre point, vous avez aussi toute une problématique, vous vous souvenez, on a beaucoup parlé de tous les petits métaux qui accompagnent le secteur de numérique. Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de mines qui n'ont pas, de métaux qui n'ont pas leur propre mine. Donc, ça veut dire que ces métaux-là que vous voyez ici en rouge sont dépendants d'autres filières. Donc, s'il y a une filière qui a un problème, eh bien, ça va impacter d'autres filières. Et vous voyez, par exemple, donc encore une fois ici en rouge, les filières qui sont dépendantes d'autres filières à des taux qui dépassent 80%. Et là, je me base sur des travaux de Nassar et al. de 2015. C'est-à-dire que vous avez ici une idée, vous vous rendez compte que vous avez toute une série de petits métaux. Donc là, en l'occurrence, il y en a 18 hein, qui sont prioritaires en rouge, pour lesquels les auteurs disent attention, sur ces métaux-là, et Dieu sait qu'ils sont importants pour le secteur du numérique, eh bien, on va avoir des contraintes d'approvisionnement extrêmement fortes au cours des prochaines décennies, aussi de par le fait qu'ils n'ont pas leur propre mine, si vous voulez. Ils sont les coproduits d'autres filières. Et c'est ce qui amène d'ailleurs l'Union européenne à en fait alerter sur cette situation via la notion de criticité, à savoir qu'en fait, alors attention, hein, comme je disais, donc je remets le warning, la notion de criticité dépend de celui qui la génère. C'est-à-dire que, par exemple, l'Union européenne, eh bien, en fait, elle va considérer comme critique ce qui est critique pour elle. Hein. De même que tout à l'heure, le Conseil des ministres nordiques considérait ce qui était critique pour lui. Ça dépend des secteurs d'activité. Globalement, un métal critique, c'est un métal, si vous voulez, qui peut entraîner des impacts industriels ou économiques négatifs, bien sûr, et qui sont importants. Vraiment, et qui sont liés à deux facteurs, soit parce qu'on a un approvisionnement difficile, donc tel que je le mentionnais précédemment, soit parce qu'on a une importance économique majeure. Et donc, c'est pour ça que, bien effectivement, tout n'est pas important pour tous les pays. Donc, c'est pour ça que vous avez, encore une fois, des différences dans la notion de criticité. Vous voyez ici apparaître les dernières publications de la Commission européenne sur les métaux critiques qui apparaissent ici en rouge. Je vous les ai remis en grand à côté. Vous avez 30 métaux critiques au sens de l'Union européenne. Donc, ça, c'est un premier point de tension grandissante. Le deuxième point de tension grandissante, et là encore, on pourrait vraiment détailler, c'est que en fait, depuis les années 2000, on a vraiment vu, moi j'ai vraiment vu l'évolution. Ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que j'étais encore au lycée que je m'intéressais à ces questions et je voyais déjà des choses à l'époque. Clairement, après des décennies d'une activité minière vraiment décomplexée, je l'ai mis entre guillemets, j'aurais presque pu l'enlever, je vais quand même le laisser.
mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Et aussi des promesses économiques non tenues. En fait, on a vu une augmentation de la mobilisation des populations. Et cette mobilisation des populations et le fait qu'aussi il y ait une exacerbation des tensions avec des projets qui sont de plus en plus démentiels, eh bien, sachez quand même que ça a un impact extrêmement fort sur les filières et que ça risque d'en avoir, bien sûr, à l'avenir. C'est d'ailleurs identifié, je me base ici sur des publications récentes des industriels miniers, notamment de l'ICMM, qui disent qu'en fait, c'est le premier secteur, enfin, c'est la première raison ou le premier facteur de risque, si vous voulez, dans l'industrie minière. Donc, c'est pour vous dire à quel point, cela aussi, ça va peser, dans la balance. Et donc, je conclurai, si vous voulez, par 3 points en termes de perspective. Parce que bien que je dresse un portrait qui est excessivement inquiétant, personnellement, en fait, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Sinon, je n'aurais pas créé l'association et je n'en serais pas devenue la salariée. Donc, en l'occurrence, le premier point, c'est vraiment prendre conscience de la matérialité et de la finitude. Ça concerne le secteur du numérique, mais ça concerne aussi tous les secteurs. Et, et avoir une idée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus d'excuses pour continuer à prôner les mythologies d'une croissance verte, c'est-à-dire une espèce d'une espèce de dématérialisation. Non. Tout ce que vous allez faire, chaque composant, chaque choix technologique, chaque effort, chaque augmentation de performance, s'accompagnera de matérialité et des effets dont je vous ai parlé ici. L'ignorer, c'est faire abstraction de toute une partie réelle des filières du numérique ou des technologies de l'information et de la communication. Donc, il faut avoir conscience de cette matérialité. Et je ne souhaite pas fustiger plus le secteur du numérique que d'autres secteurs. Ce qui est vrai, c'est que le secteur du numérique a cette spécificité qu'il y a énormément de métaux différents. Vous savez, vous avez plus dans le secteur du numérique ou des technologies de l'information et de la communication, plus de sollicitation du tableau de Mendeleïev que d'autres secteurs d'activité. C'est ça la différence. Mais sinon, il n'y en a pas. Tout le monde est concerné. Et du coup, il faut considérer l'impact et si vous voulez, les impacts en termes de chaîne de valeur par rapport à un produit, mais pas seulement du point de vue des ACV. Moi, ça me fatigue de lire, quels que soient les dispositifs, même sur des ordinateurs, des téléphones portables. J'ai fait le bilan ACV, on en est là. Ah non, mais t'as pas considéré l'eau, les impacts environnementaux, les impacts humains, etc. Donc, ça veut dire que toi, quand tu fais juste un ACV, c'est extrêmement important et c'est bien de le faire, mais il faut aussi intégrer tous les impacts associés qui sont gravissimes et qui aujourd'hui ne rentrent pas dans les calculs. Alors certes, avec quelques modèles dont on pourrait parler, notamment un modèle qui est très utilisé, qui est le modèle anti-moine dont on pourrait reparler, mais voilà, mais c'est vraiment à la marge et alors ça ne compte absolument pas la réalité des milieux impactés. Et ensuite, du coup, de prendre conscience des ressources finies, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la diminution progressive des teneurs, des besoins massifs en énergie pour préparer dès maintenant la transition vers le recyclage. C'est-à-dire qu'on sait très bien que le recyclage ne suffira pas. Tous les modélisateurs et les économistes en matière première minérale vous le disent. On sait que le recyclage ne suffira pas, mais on sait que par contre, de toute façon, on en a absolument besoin. Et aujourd'hui, on est très, très loin de ce qu'on peut attendre de nos sociétés en termes d'investissement dans le domaine du recyclage. Et bien sûr, si vous voulez augmenter le recyclage, il faut aussi augmenter le nombre de produits qui intègrent des matériaux recyclés dès leur conception. Donc, c'est un tout, si vous voulez. Et ensuite, je dirais aussi qu'il y a une nécessité de faire évoluer les pratiques dans les filières minérales, que ce soit au sein des pratiques mêmes, des industriels eux-mêmes qui travaillent dans les filières minérales, mais aussi de façon générale. Et contrairement à ce qu'on pense, eh bien, l'Europe, bien qu'on ait tendance à le dire, en fait, manque énormément de régulations contraignantes. Et je me permets de vous inclure en tant que Français, je fustige mon propre pays, dans le fait que, par exemple, le Code minier français ait énormément de biais là-dedans. Donc ça, c'est vraiment un deuxième point important. Et enfin, encore une fois, je voudrais que les choses soient dites pour ne pas qu'il y ait de mésinterprétation de mes propos. Il ne s'agit pas de remettre en cause la pertinence et l'importance de la transition. Mais il faut être conscient de sa matérialité pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que celles que je vous présente actuellement et qui, pour l'instant, perdurent. C'est-à-dire que ce qu'on entend aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'autre façon de faire, donc tant pis. Ça, c'est pas entendable. Pas en 2021, c'est pas entendable. Donc, et également de mettre en place des plans d'approvisionnement cohérents
en partenariat avec les industriels qui connaissent leurs produits, qui connaissent leurs filières et qui peuvent dire, voilà, moi aujourd'hui j'ai besoin de ça, mais j'aurais peut-être telle substituabilité, faire ça, etc., etc. Et de toute façon, et ça c'est les modélistes qui le disent, encore une fois, les mêmes que je mentionnais précédemment, notamment Fizen en parle dans son ouvrage, dans ses 2 derniers ouvrages, en fait, de toute façon, on ne pourra pas ne pas réduire quantitativement et qualitativement le contenu métallique. Ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, les modèles aujourd'hui de croissance métallique sont tels, et au regard des éléments de finitude que je vous ai présentés précédemment, démontrent qu'en fait, on ne peut pas. Il n'y a pas assez. Et ça concerne tout le domaine de l'électrification et de l'électronification, si je peux me permettre de parler ainsi, et en particulier dans le domaine des véhicules. Puisque je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, mais le fait de mettre de plus en plus de numérique, d'électronique, d'électrique dans les voitures telles que le prônent les derniers modèles et notamment les objectifs de parc automobile à 100% par exemple, j'en ai encore récemment discuté avec un concepteur automobile, on n'a pas assez de matières premières minérales. On ne fera pas un switch du parc automobile vers le 100% électrique. On vous le dit. Maintenant, vous faites bien ce que vous voulez, comme on en discutait avec cet ingénieur de nos alertes, mais on vous le dit, il n'y a pas assez de métaux. Donc, ça veut dire que, sans parler de décroissance, encore une fois, ce n'est pas du tout mon propos, c'est de dire, en fait, il faut converger vers des nouveaux modèles d'usage en utilisant différemment les métaux, certainement moins, et ça nous permettra de nous préparer aux années à venir, aux dizaines d'années à venir, au moment où effectivement la finitude aura, je dirais, exprimé, son existence, et que du coup nous on sera prêts à se dire oui effectivement on avait préparé ce moment-là et maintenant on est prêt et on ne fait pas reposer ces enjeux sur les générations futures. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Aurore. Et je vois toutes les réactions. Je vois que tout le monde a été aussi passionné que moi par votre intervention. À chaque fois que je vous entends, c'est passionné. Vos interventions sont passionnées et passionnantes. Et évidemment, elles font aussi un petit peu peur. Hein. C'est évidemment assez effrayant à chaque fois qu'on découvre les sujets ou qu'on gratte un petit peu plus profondément là-dedans. Mais je pense que c'est nécessaire pour nous pour être capable d'envisager le changement justement différemment. Il y a une série de questions qui sont déjà passées dans le chat. Je vais me permettre de vous les poser. On a encore un bon quart d'heure. Merci d'avoir tenu le timing, c'est parfait. Une des questions qui est venue 2 fois même, je vais vous donner les 2 phrases autour de ça. La première était: est-ce qu'il existe des mines en activité qui ne sont pas des catastrophes environnementales et sociétales? Et vous y avez en partie répondu déjà. Et l'autre façon de le dire, est-ce qu'il y a moyen, même si on ne le fait peut-être pas suffisamment aujourd'hui pour des raisons économiques ou autres, est-ce qu'il y a moyen de faire de l'exploitation minière propre, ou est-ce que c'est condamné à être pourri, comme il le dit? Alors, de mines qui n'ont pas de catastrophe, oui. De mines qui n'ont pas d'impact grave, non. Je fais un distinguo, si je peux me permettre, entre la gravité et la catastrophe. J'ai vu trop de catastrophes depuis 15 ans de terrain. Moi, ça m'a du coup, humainement, je parle en tant qu'être humain, avant de parler en tant qu'expert, je pourrais plus supporter d'en voir, mais je continue à y aller. Je pense que c'est important. Donc, tout ça pour dire que des catastrophes, il y en a sur beaucoup de sites. Des choses qui sont à peine décrites, qu'on peut à peine décrire, notamment en termes humains, parce que je suis surtout restée ici sur des conceptions environnementales. Par contre, des impacts graves, donc catastrophes non, impacts graves oui. Alors, est-ce qu'il existe des mines propres? Disons que je pense qu'il y en a beaucoup qui se targuent en disant mais nous on est au taquet, on fait ce qu'on peut, etc. Je prends par exemple l'exemple des tailings, qui sont vraiment pour moi le point noir, et les résidus miniers qui sont vraiment un point noir. Je me réjouis déjà du fait que le Global Tailings Review travaille aujourd'hui avec l'industrie, des grosses organisations pour pouvoir justement approfondir ce sujet et potentiellement émettre des directives à l'international. Donc ça, c'est déjà un point extrêmement positif. Mais eux-mêmes, comme l'UNEP, comme d'autres, en fait, vous disent aujourd'hui, par exemple, il existe des techniques que j'ai vues en activité qui fonctionnent très bien, par exemple, pour enlever l'eau. Parce que les catastrophes de rupture de digue, comme on a vu, c'est aussi et surtout 70% à peu près en fonction des statistiques, la cause est la quantité d'eau qui est à l'intérieur et ça vous crée une coulée. Donc, l'idée, c'est de prendre ce matériau et de le sécher au maximum de façon à ce que vous puissiez avoir un matériau qui fait des briques. Et après, vous faites des briques les unes à côté des autres plutôt que d'utiliser des digues. Et il faut quand même être conscient qu'en termes de prix, on a un rapport de 1 à 5 à la tonne et qu'on parle d'un déchet.
Donc, ça veut dire que, en l'occurrence, les exploitants n'ont pas intérêt vraiment à mettre ça. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on nous dit, ah oui, non, mais là, effectivement, économiquement, c'est pas possible, j'ai aucun intérêt à le faire. Donc, si vous voulez, je dirais qu'il faut pouvoir tout de suite intégrer le fait que tout dépend de quel modèle de mine on parle. Et en fait, aujourd'hui, la mine telle qu'elle est conçue, elle a un très fort retour sur taux d'investissement. Hein, on est sur des taux d'investissement qui correspondent au secteur tertiaire. C'est pour vous dire à quel point, en fait, c'est impressionnant. Et en fait, elle fait beaucoup d'argent. Donc, une mine qui veut faire beaucoup d'argent, elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle ait beaucoup d'impact. Donc, c'est pour ça que je dirais que, est-ce qu'une mine propre peut exister? Oui, mais alors par contre, attention, hein, je pense qu'il y aura moins de gens qui vont se pousser au portillon pour pouvoir aller en faire l'exploitation parce que les marges de rentabilité seront vraisemblablement moindres. Oui. Et donc, la seule façon d'y arriver serait probablement à travers la taxation ou des réglementations qui forceraient à ce que ça se fasse, en fait. Exactement. Alors, vous avez mentionné la spécificité du numérique dans l'extractivisme, vu le nombre de métaux utilisés. Moi, je me demandais quelle est votre estimation de la part du numérique et de l'électronique par rapport aux autres raisons pour lesquelles on extrait des minerais comme le fer, etc., pour le bâtiment, le génie civil et autres. Alors, ça dépend vraiment des filières. Vraiment. C'est pour ça, en fait, là, il faut vraiment parler par filière. Sur le fer, ça va être anecdotique. Par contre, voilà, typiquement, j'ai dû récupérer les chiffres encore ce matin. Donc je vais vérifier pour vous être sûr que je ne vous ai pas dit de bêtises. Sur l'indium, par exemple. On peut prendre cet exemple-là. Sur l'indium, on est alors je vérifie, c'est ça même. On est à 90% pour les films ITO. Là, clairement, c'est le numérique. Sur le cobalt, on est à 57% sur les batteries. Donc, notamment certaines batteries qui sont utilisées parce que le cobalt permet des allègements de batterie, donc meilleure portabilité. Vous avez, par exemple, le gallium. On est à 90% dans les semi-conducteurs. Enfin, vous voyez, donc, en fait, en gros, je dirais que sur les petits métaux, ceux pour lesquels on n'a pas nécessairement de mine, mais qu'en fait, on est en coproduit d'eux. Ceux qui sont en rouge, là, dans le dernier tableau de Mendeleïev pour beaucoup, je pense qu'en général, voilà, je vais passer des grosses généralités, on est entre 50 et à peu près, 50 à 90% via des usages électroniques et électriques. Mais toute chose étant égale par ailleurs, à votre avis, est-ce que même si on utilise un type de métal quasiment uniquement pour l'électronique, dans la grande masse de l'extraction, est-ce que l'électronique représente une grande partie au total ou bien, je ne sais pas, 50%, moins de 50%, difficile à dire peut-être? Oui, difficile. Moi, j'ai essayé de regarder même sur certaines filières, par exemple, en préparation de cette intervention, je me suis penchée plus particulièrement sur le cuivre. Et j'ai vu des statistiques très différentes. Par exemple, parfois, sur le cuivre, on nous disait 65%. Je dis, ah bon, bah c'est bon, alors j'ai 65%, j'ai essayé de faire un peu mes sommes, vous voyez. Et en fait, j'ai d'autres auteurs qui m'ont dit, mais non, c'est pas 65, c'est 32. Alors bon, je me suis dit, bon, c'est parce qu'en fait, la problématique que vous avez, c'est qu'au regard de la chaîne de valeur qu'on a présentée précédemment, déjà, vous avez un premier problème, c'est qu'il faut traiter tout ça. Donc, c'est déjà un énorme souci. Puis, le problème aussi, c'est que, par exemple, je me suis rendu compte que, je vous prends l'exemple encore du cuivre, on me dit il y a tant de pourcents du cuivre mondial qui est utilisé pour le transport. Ah, bah très bien. Parfait. Et puis là, après, on me dit, ah oui, non, mais alors par contre, il y a la moitié du cuivre dit transport qui servent les voitures et notamment les voitures électriques. Ah bah oui, donc ça veut dire que ça, c'est lié à l'électrique et l'électronique qu'on met dans les voitures. Donc, en fait, du coup, j'ai encore une statistique, si vous voulez, qui est cachée en dessous. Oui. Je ne me permettrai pas en tous les cas de donner de chiffres, mais je continuerai à faire les recherches que j'ai lancées il y a de cela 2 semaines. Et donc, dans le cadre du numérique, à ce moment-là, est-ce qu'il y a des solutions, à part juste réduire la consommation d'équipements, mais est-ce qu'il y a d'autres solutions que vous voyez pour réduire l'impact environnemental lié aux métaux? En fait, c'est vraiment de repenser, comme je disais, notamment la conception. Oui. C'est-à-dire que, en fait, on comprend quand souvent on fustige le domaine des D3E ou des e-waste au regard en fait des faibles taux de récupération. C'est-à-dire qu'en masse, on va récupérer un certain nombre de métaux, mais en fait, il y a plein de choses qu'on va acheter. Mais en même temps, quand vous regardez dans le détail, comme on l'a fait en 2017, la complexité des alliages et la toute petite taille des composants, et en fait, vous comprenez que de facto, dès la conception, en fait, on a créé un produit qui n'était pas recyclable. Donc, en fait, on peut toujours fustiger, entre guillemets, de dire « Oh, les gens du D3E, vous faites pas assez », mais en même temps, à la base, l'objet, il a été conçu comme étant quasiment
ingérable en fait. Ouais. Donc c'est pour ça que pour moi, il y a vraiment à faire au niveau de la conception. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, les équipements numériques, si vous voulez, sont conçus de telle façon qu'ils remplissent quand même énormément de fonctions. Et moi, ce qui me fait peur en tant que citoyenne, c'est en fait les développements qui officiellement sont juste disant on a plus de fonctionnalités, plus de ci, plus de ça. Mais moi, en fait, après avoir travaillé 1 an sur les composants, la composition d'un téléphone, je vois tout ce qu'il y a derrière, je dis stop, 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 on n'arrivera à rien à recycler, on n'y arrivera pas. Donc, je pense qu'il y a un énorme enjeu sur le secteur du numérique à concevoir des dispositifs qui peuvent garantir des fonctionnalités similaires, mais qui, ou proches, je veux dire, et personne ne verra la différence à 2 points de résolution près sur une vidéo. Mais par contre, en tous les cas, moi, béotienne que je suis, non. Et en l'occurrence, du coup, ça permettrait déjà d'ouvrir le champ des possibles pour permettre aux gens de traiter les déchets associés. Donnez-leur la possibilité de traiter. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est intégrer du matériel recyclé. C'est-à-dire qu'on vous explique souvent que, et c'est vrai, vous avez ce qu'on appelle le système du downcycling, c'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure du recyclage, par certains métaux perdent dans leurs propriétés. Et donc, ça veut dire qu'en fonction des usages qu'on fait sur certains composants, on est en capacité que d'utiliser, si vous voulez, un métal qui est directement issu de la mine, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop utiliser un métal avec, par exemple, 90% de performance ou 80%, si je schématise. Oui, Eh bien, ça, c'est aussi un angle extrêmement important. Effectivement, pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, j'ai mentionné au début de l'intervention, avant votre intervention, qu'on travaille en parallèle avec l'Université de Louvain et l'école doctorale sur justement le numérique responsable. C'est la 2e année où cet événement a lieu. Cette année-ci, on est plus sur les usages, les softwares, les choses comme ça. Mais l'année passée, un des sujets principaux était justement lié à, d'une part, l'extractivisme, mais aussi à la conception d'équipements et de composants. Se poser la question de comment faire des composants qui potentiellement seront un petit peu moins efficaces d'un point de vue purement technique, mais qui permettront justement d'aller vers un plus grand recyclage. Donc c'était une bonne nouvelle de voir qu'il y avait des chercheurs, des dizaines de chercheurs qui étaient dans la salle et dont c'était un des sujets de recherche justement. Oui, justement par rapport aux universitaires et autres, est-ce que vous rencontrez des professeurs d'université, des chercheurs, etc., renommés, qui minimisent le problème, qui nient les impacts environnementaux que vous avez présentés? Et si oui, quels sont les arguments qu'ils utilisent pour démonter vos constats? Et dans quelle mesure vous devez leur donner raison ou pas là, par rapport à ce qu'ils disent à ce moment-là? Alors, on travaille en partenariat avec beaucoup de laboratoires de recherche, que ce soit en France ou en Europe ou à l'étranger. Alors après, quasiment toutes les données que je donne viennent déjà de laboratoires ou de travaux de recherche. Je me base énormément sur, quelles que soient les études, sur les données les plus à jour. Alors, on va dire que l'un des principaux arguments qui est fourni, c'est de dire on peut faire mieux. En fait, dans la mine, on a les moyens de faire mieux. Et ce qui, d'un point de vue théorique, est tout à fait vrai. Sauf que en pratique, en fait, on voit pas les choses avancer. C'est-à-dire que quand moi on me dit non mais en fait même sur des gestions de déchets on peut éviter, on peut faire ci, par exemple on peut faire des meilleurs confinements de digues, on peut limiter l'impact des stériles, on peut installer des installations de traitement des eaux, toutes ces questions-là si vous voulez. Moi ça fait à peu près 15 ans qu'on me le répète, donc j'écoute avec une grande attention. Mais en fait, sur le terrain, je vois pas les choses évoluer parce qu'après, on me dit « Ah oui, non, mais vous vous rendez pas compte, vous avez pas vu le marché actuellement, par exemple, du nickel, vous avez pas vu les contraintes. Et puis alors, en plus, on a des réglementations en plus, donc ça veut dire qu'on a dû installer ci, puis on a dû faire ça. Alors moi, aujourd'hui, dans mes coûts de production, dans mes coûts d'investissement, concrètement, j'en suis là. Donc, si vous voulez, il y a des chercheurs, et vous avez tout à fait raison de le mentionner, qui vont plutôt aller dire, ils vont jamais nier les impacts, enfin, nier ça, là on parlerait de négationnisme, hein, clairement. Hein, il faut mettre des mots forts. Non, je sais pas combien de sites j'ai visité, là je disais plus de 200, j'ai jamais vu pas de problème, j'ai jamais vu un site sans problème. Donc il va falloir qu'on m'explique. Alors j'ai un problème sur mes yeux, quoi. Donc non, clairement, le problème personne ne le nie, ça personne ne le nie. C'est plus en fait en termes de dire, mais la mine est capable en fait faire les choses. Notamment, par exemple, c'est l'ICMM, en fait, l'International, en gros, je vais faire simple, un consortium des plus grosses entreprises minières, aujourd'hui, va vous dire, non, mais on sait faire mieux, on a des guides, etc., etc. Mais paradoxalement, vous avez des gens comme l'UNEP, je ne parle pas de laboratoire, hein, je parle d'organismes internationaux, comme l'UNEP ou comme d'autres, qui vont vous dire, mais en fait, il y a plein de bonnes pratiques, il y a plein de choses qui existent, c'est vrai,
mais ça marche pas. Et du coup, c'est pour ça que la question de l'interaction avec les modèles économiques est importante, parce qu'en fait, il faut aussi se dire quels sont en fait les enjeux économiques et les objectifs de rentabilisation de l'activité que l'on donne à ces acteurs-là. C'est-à-dire que moi, je ne doute pas qu'ils pourraient faire mieux, et je crois tout à fait les modèles qui me prédisent un 0% d'impact poussière et haute surface sur tel ou tel dépôt et tel type de confinement, mais faites-le. Oui, mais c'est comme le disait Denis dans le chat, est-ce qu'il y a des minosceptiques? C'était un petit peu la question que j'aurais dû poser, effectivement. Est-ce que vous avez une idée de c'est une des questions qui était dans le chat, une idée de la surface totale des mines ouvertes dans le monde? Alors malheureusement non, on n'a pas d'idée en surface totale. Faut savoir que déjà, quand vous regardez par exemple le Global Resource Outlook, donc qui est fait notamment par l'IRP ou par d'autres, les International Resource Panel. Donc ces acteurs-là, quand ils essayent de faire un peu des statistiques, ils vous disent clairement l'impact d'une mine, c'est négligeable par rapport à d'autres secteurs d'activité. Alors sauf que le petit problème, c'est que quand vous regardez leurs calculs, en fait, ils prennent souvent l'emprise du site, uniquement l'emprise du site. Donc aujourd'hui, sur l'emprise du site, là, je me base sur des chiffres du coup de l'auteur Moser que je vais aller vérifier immédiatement pour être sûr que je ne vous dis pas de bêtises. Voilà, ouais. Clairement, aujourd'hui, on estime à peu près à 100 millions d'hectares. Ça, c'est juste pour la surface des sites. Donc, un peu comme je vous ai montré sur Palabora en Afrique du Sud, où vous avez les installations et tout de suite à côté, les dépôts de résidus, les dépôts de stériles. Mais ça, en fait, ça ne prend pas en compte quelque chose que la Banque mondiale, en fait, disait dans un rapport de 2019 qu'elle a fait sur les forêts et l'impact des mines sur les systèmes forestiers. La Banque mondiale disait le problème, c'est que toutes les installations qui sont associées au site minier, les voies de chemin de fer, les routes, les installations autour, les usines, les villes, les machins, les trucs, ça, aujourd'hui, c'est pas quantifié dans le land use, déjà, dans l'usage des sols. Ensuite, en plus, nous, on estime, alors ça dépend, pareil, je vais me baser sur les statistiques de la Banque mondiale, enfin les évaluations de la Banque mondiale, on estime que l'emprise autour d'un site, c'est entre 10 à 50 km d'emprise par rapport à l'emprise même du site au regard des pollutions, des effets, etc. Donc, si vous prenez 50 km à peu près, donc autour de chaque site, donc du coup, ça, pareil, ce n'est pas pris en compte. Alors que pourtant, c'est une aire d'influence possible qui maintenant est reconnue par des grandes institutions comme la Banque mondiale. Donc, vous voyez, c'est pour ça que pour l'instant, on est à peu près 100 millions d'hectares uniquement pour la partie site déchets, mais on sait que c'est très, très, très sous-estimé. En plus, c'est sous-estimé. 100 millions d'hectares et ça reste sous-estimé. Une petite dernière question en une minute. On a reçu une question concernant le Portugal et les ressources importantes de lithium sur son territoire. Est-ce que de ce côté-là, on va avoir, si on commence à extraire, est-ce qu'à votre avis, l'Europe va laisser avoir le même type d'impact environnemental, ou est-ce que du fait de le faire chez nous, entre guillemets, on arrivera à mieux réguler ça? Alors, ça demande de toute façon une augmentation des exigences européennes au préalable. En l'état, non. Même si, par exemple, une des directives les plus connues de ces dernières années, c'est la directive 2021, la 2000, je vais pas y arriver, la 2000, bon, peu importe, la directive sur les déchets des industries extractives, on va y arriver. Du coup, en fait, cette directive-là, c'est celle de mars 2006, c'est certainement une des plus avancées sur notamment la question des déchets, parce que, encore une fois, l'open pit, ou peu importe comment on l'appelle, oui, c'est un problème. Et alors, clairement, c'est un épiphénomène par rapport aux déchets. Même quand vous la lisez, moi, je l'ai étudié pour le compte de l'État français pendant des années. Et du coup, c'était un de mon travail de faire en sorte qu'elle s'applique en France. Clairement, quand vous la regardez, vous constatez en fait que les exigences sont très insuffisantes aujourd'hui. Et même les réglementations nationales ne suivent pas de toute façon. Et puis, de facto, si en fait l'Union européenne disait, je ne suis pas sûre que le Portugal apprécierait que l'Union européenne vienne lui taper dans le dos en disant, alors, du coup, nous, pendant des siècles, on a fait comme ça. Et toi, maintenant, mon gars, il faut que tu fasses mieux. Puis tu seras l'exemple pour tout le monde. Je n'ai pas de connaissances en géopolitique européenne précise. Je sais que ça leur plaise. Contre un accompagnement et une réflexion collective de façon aussi à ce que éventuellement le Portugal puisse être, entre guillemets, fer de lance de d'autres initiatives positives, ça oui, effectivement. Mais là, en l'état actuel, dans les réglementations, et ça, c'est toutes les ONG qui
travaillent spécifiquement sur les droits environnementaux qui vous le disent, on est très très loin des exigences des autres secteurs. Juste, j'ouvre une toute petite parenthèse par rapport à ça, parce que j'ai récemment discuté avec l'un des représentants des plus gros lobbying carriers français, et qui nous disait qu'en France, il y a un rapport de 1 à 10 entre les exigences que l'on porte aux carriers, donc pour les minéraux industriels, et les exigences qui sont pour les miniers. Vous voyez, donc même pour des pays qui ne sont pas si loin du Portugal, finalement, eh bien, on a encore 2 poids 2 mesures entre le secteur minier. Il y a énormément de travail à faire encore sur la réglementation, et même en Europe. Ok, mais il y a malgré tout une note positive, c'est qu'il y a potentiellement quelque chose qui pourrait aller un petit peu mieux grâce au fait d'influencer à travers le Portugal et l'Europe. Je vous remercie encore une fois pour votre intervention. Nous sommes avec une petite minute de retard parce que j'ai posé trop de questions, mais c'était parfait. Un très grand merci. Et je vais donc switcher de nouveau vers l'anglais. Je vois tous les bravos qui arrivent du public. I'm now switching back to English for the rest of the day. I hope you all appreciate my lovely Belgian and French accent, by the way. As already said before the previous talk, don't be surprised. I will put you on hold for just a few seconds. I will be back very shortly with our second speaker of the day, Jerry McGovern, and stay tuned. We'll be back in a second.